Et je pense que cette session a été très très bien lancée et je vais enchaîner dans la même thématique en vous parlant de l'intérêt du diagnostic moléculaire syndromique dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires. Alors, quand on parle d'infections ostéo-articulaires, on parle de pathologies qui sont graves, on parle de pathologies qui sont complexes à diagnostiquer souvent complexes à diagnostiquer. Ce sont des pathologies qui ont un fort retentissement fonctionnel, un retentissement médico-économique également. Alors, ça a été très bien expliqué par le professeur Jbar par rapport, il y a plusieurs entités cliniques en fonction du site qui est atteint, en fonction de l'origine de l'infection, en fonction du contexte. Donc, ce sont des pathologies qui touchent aussi bien, donc qui peuvent être communautaires ou nosocomiales, qui touchent aussi bien l'adulte que l'enfant et qui peuvent également toucher aussi bien le patient immunodéprimé que le patient immunocompétent. Alors, il y a une grande hétérogénéité dans les infections ostéo-articulaires. Alors, chez l'enfant, par exemple, on sait tous que la clinique elle est généralement peu spécifique par rapport à l'adulte. Quand on parle de l'écologie microbienne chez l'enfant, c'est beaucoup plus le Staphylococcus aureus, Shigella King. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus les staph, les entérobactéries, les bacilles à gram négatifs non fermentaires. Le site de l'infection est également très important. Il détermine le type de prélèvement, il détermine la flore bactérienne, il détermine l'urgence de drainage. Quand c'est aigu, généralement c'est hématogène, il faut drainer rapidement, antibiothérapie urgente. Quand c'est chronique, on peut programmer, mais il faut prolonger l'antibiothérapie parce qu'il y a le risque de biofilm, etc., qu'il faut prendre en considération. La présence de matériel est également très importante parce qu'elle conditionne la conduite à tenir, elle conditionne le pronostic, elle conditionne la durée du traitement. Quand on parle d'infection ostéo-articulaire, depuis tout à l'heure, on parle d'inoculants faibles, on parle de bactéries quiescentes, on parle d'espèces atypiques, espèces exigeantes. En fait, ce qui veut dire qu'en fait, que le diagnostic microbiologique va être difficile, ça a été très largement débattu, et donc on peut passer à côté, d'où l'intérêt de multiplier les prélèvements, d'où l'intérêt, bien évidemment, de prolonger l'incubation, d'où l'intérêt d'avoir recours à des techniques moléculaires. On parle également d'espèces infectantes, espèces contaminantes. Ça a été bien démontré par l'exemple et le cas clinique de professeur Ktani. En fait, les espèces colonisantes, qui sont des espèces qui vont coloniser la flore commensale, etc., peuvent également devenir pathogènes suite à une chirurgie, suite à un traumatisme, suite à une inoculation. Et donc, la bactérie qui est colonisante peut être la bactérie coupable si le contexte clinique l'explique, bien évidemment. Alors, l'antibiothérapie, bien évidemment, quand on l'administre, on risque de stériliser la culture. Donc, sauf sepsis menaçant, il vaut mieux prélever et administrer l'antibiothérapie par la suite. Alors, le diagnostic microbiologique reste la pierre angulaire dans le diagnostic de l'infection ostéo-articulaire. Plusieurs types de prélèvements, et ce diagnostic microbiologique, il repose principalement sur la mise en culture du prélèvement qui a été obtenu au niveau du site qui est infecté. Alors, cette mise en culture, bien évidemment, elle est indispensable pour obtenir un antibiogramme. C'est la méthode de référence, c'est le gold standard. Mais malheureusement, c'est un gold standard qui reste imparfait. Pourquoi? Parce que quand elle est négative, elle ne permet pas d'exclure une infection ostéo-articulaire, surtout quand on est devant un contexte clinique ou paraclinique qui est très évocateur. La quantité des germes peut être faible. On est souvent devant des germes qui sont fastidieux, des germes qui sont difficilement cultivables, des germes exigeants, des germes emprisonnés, enquistés dans les biofilms, ce qui rend un petit peu difficile la valeur ajoutée de la culture dans ce contexte-là. Et donc, pour cela, il faut qu'elle soit optimisée, bien évidemment, par un prélèvement de bonne qualité, un prélèvement qui doit répondre aux bonnes pratiques des prélèvements, un prélèvement non contaminé, un prélèvement acheminé et conservé dans les règles de l'art, et bien sûr, un prélèvement réalisé avant d'administrer une antibiothérapie. Pardon. Alors, un diagnostic qui est rapide et fiable est donc déterminant. Pourquoi? Parce que le délai de mise sous un traitement adapté, il va conditionner le pronostic fonctionnel, il va éviter les destructions articulaires, les destructions osseuses qui sont irréversibles. Parce qu'il y a un risque élevé de complications, on l'a vu tout à l'heure, le sepsis, les arthroses secondaires, quand on est devant une infection sur prothèse, tout retard diagnostique, il peut compromettre la conservation du matériel, il peut exposer un risque d'échec de reconstruction ou à des amputations. Et en pratique, donc souvent le diagnostic il est retardé de plusieurs jours, voire même incomplet parce que les résultats qu'on a obtenus ne sont pas concluants. Et donc, justement, parce qu'il y a plusieurs limites aux outils classiques de diagnostic bactériologique conventionnel, on a vu les limites de la culture, les marqueurs biologiques restent peu spécifiques, et la radiologie, certes, elle permet de localiser, mais elle ne donne pas un diagnostic étiologique.
Et donc, dans ce contexte-là, et face à ces limites, le diagnostic moléculaire syndromique, il peut se positionner comme un outil complémentaire aux techniques conventionnelles pour orienter rapidement la stratégie thérapeutique dès les premières heures dans une logique de diagnostic stewardship raisonné. Alors, ce diagnostic moléculaire syndromique, l'avantage, c'est qu'il va permettre de rechercher en fait plusieurs agents pathogènes infectieux à la fois. Il va permettre de détecter également des gènes de résistance par rapport à certains antibiotiques, à certaines classes d'antibiotiques qu'on pourrait utiliser éventuellement dans le traitement des infections ostéo-articulaires. Cette recherche d'agents pathogènes, cette recherche de gènes de résistance va se faire sur un seul prélèvement avec un résultat qui est rapide en 1 heure. Et donc, ce diagnostic moléculaire devrait nous permettre d'identifier rapidement l'agent pathogène, devrait nous permettre d'orienter rapidement la prise en charge initiale sans attendre le résultat de la culture, devrait nous permettre de faire une désescalade ciblée et éventuellement devrait nous permettre de confirmer l'arrêt de l'antibiothérapie s'il n'y a pas de pathogène, bien évidemment, qui a été détecté. Et donc, je devrais l'utiliser normalement en complémentarité avec la culture et en complémentarité efficace avec la culture, surtout si mon patient a déjà pris des antibiotiques, si j'ai besoin d'une orientation précoce du traitement dans les situations d'urgence infectieuse, ou alors si j'ai besoin de valider un arrêt de traitement antibiotique en cas de suspicion d'infection ou de suspicion non confirmée. Alors, les pathogènes ciblés dans ce panel syndromique, ce sont des pathogènes qui, généralement, les plus incriminés dans l'infection ostéo-articulaire. Donc, il y a plusieurs bactéries gram-positives, plusieurs bactéries gram-négatives, des anaérobies, des levures. Il y a également des gènes de résistance aux principales classes d'antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, les céphalosporines, les carbapénèmes. Et donc, je devrais avoir une rapidité du diagnostic, une sensibilité meilleure que la culture dans certaines indications, une détection plus large des agents pathogènes les plus incriminés dans l'infection ostéo-articulaire. Et comme c'est automatisé, donc c'est un peu reproductible, donc on évite un petit peu les erreurs techniques. Alors, quels sont les germes recherchés? Donc, on a plusieurs, je ne sais pas si j'ai le pointeur, on a plusieurs anaérobies strictes. On a de l'entérocoque avec Fecalis et Faecium, il y a du Staph aureus, il y a du Staph ludinensis. Par contre, le Staph epidermidis n'est pas inclus dans le panel. Et ça, c'est une limite très importante à cette recherche. Il y a du streptocoque B, il y a du pneumocoque, il y a du streptocoque pyogène. On a du Candida albicans, c'est le genre Candida. Il y a également, au sein des bacilles gram-négatifs, il y a des anaérobies strictes, il y a Kingella kingei. Il y a 9 ou 8 espèces d'entérobactéries. Il y a du Pseudomonas, il y a de l'Haemophilus influenzae, il y a du gonocoque. Et à côté, nous avons également des gènes de résistance aux principales familles d'antibiotiques. On a des gènes de résistance pour la détection des BLSE, de la résistance au C3G, au C4G chez les entérobactéries, la résistance au carbapénème, la résistance à la méticilline, c'est le Staph aureus, et la résistance à la vancomycine chez l'entérocoque. Alors, je vais partager avec vous donc, notre petite expérience par rapport à l'utilisation de ce panel syndromique dans le diagnostic de l'infection ostéo-articulaire sur une série de 146 patients qui ont bénéficié de cette PCR syndromique pour une suspicion d'arthrite septique, enfants et adultes inclus. Les prélèvements ont été pris en charge selon les protocoles habituels du laboratoire. Alors, il y avait une prédominance masculine à 64%. L'enfant a représenté 56% des patients qui ont bénéficié de cette PCR, 22% sur articulation native, 60% sur articulation prothétique, 18% ostéite, ostéomyélite, et la hanche et le genou ont représenté 83% des sites qui ont été touchés. Les patients provenaient principalement de la traumatologie orthopédique pédiatrique et de la traumatologie adulte, 9% de la rhumatologie et 1% des urgences. Alors, quand on regarde un petit peu les agents pathogènes qui ont été retrouvés, donc c'est principalement, comme vous voyez ici, le Staph aureus, le streptocoque pyogène, les entérobactéries, il y a du pseudo, il y a un peu de pneumocoque, il y a un peu de strepto B, du candida, et puis il y a des anaérobies strictes et moins fréquemment le Kingella kingei. Quand on regarde un petit peu les gènes de résistance également qui ont été identifiés, il y a des BLSE, il y a des carbapénémases, il y a de la résistance à la méticilline chez le Staph aureus. Donc, c'est principalement des infections surmatérielles dans un contexte nosocomial. Alors, donc, le taux de positivité de la PCR, il était de 45%. La PCR a permis de poser un diagnostic dans 30% des cas à culture négative. Alors, donc, un rendement diagnostique qui est amélioré, notamment lorsque le patient a déjà reçu de l'antibiothérapie, en cas d'infection subaiguë ou chronique, dans les prothèses articulaires où le biofilm, bien évidemment, il inhibe la croissance de la bactérie, de la culture. Le temps moyen du diagnostic, il est réduit, donc
Ça peut permettre un ajustement précoce de l'antibiothérapie, éviter les erreurs de spectre et les traitements inutiles. C'est un outil de désescalade thérapeutique également très intéressant et pour valider aussi l'arrêt si la culture elle est négative. Donc ça pourrait permettre éventuellement d'arrêter une antibiothérapie empirique inutile ou de faire une désescalade rapidement, surtout si on n'a aucun gène de résistance qui a été détecté. Donc une PCR négative sur une cytologie non inflammatoire, ça pourrait conforter l'arrêt d'un traitement antibiotique, surtout devant une suspicion qui est douteuse. Alors, les données récentes confirment effectivement l'intérêt de ce diagnostic syndromique dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires en cas de culture négative, si on a déjà démarré une antibiothérapie ou devant des germes exigeants, des germes fastidieux. Ça ne remplace pas la culture, mais ça peut être utilisé en complémentarité avec la culture pour justement orienter rapidement la stratégie thérapeutique dès les premières heures et renforcer les stratégies de diagnostic stewardship et d'antibiotic stewardship. Alors, plusieurs études également, ils ont confirmé que le diagnostic, la sensibilité de ce diagnostic syndromique est meilleure que la culture quand le patient a reçu des antibiotiques, quand il s'agit de germes fastidieux ou biofilmiques, ou quand le prélèvement il est en quantité faible ou très peu riche en bactéries viables. Pourquoi? Parce que la PCR elle va détecter de l'ADN, même si la bactérie n'est pas cultivable. Et donc, ça offre une meilleure sensibilité, bien évidemment, dans les situations qui sont complexes. Alors, un test, ce sont des tests prometteurs, certes, mais ce sont des tests qu'on ne peut pas utiliser de façon isolée. Il faut connaître les limites d'utilisation, les limites d'interprétation, les limites organisationnelles. Donc, ce sont des tests qui vont permettre de détecter des gènes de résistance directement sur le prélèvement, mais ils ne permettront jamais d'avoir un antibiogramme complet. Donc la culture, elle est toujours indispensable pour confirmer la viabilité de l'agent pathogène détecté et aussi pour faire un antibiogramme complet, pour faire des CMI. Alors, il y a un risque de faux positif, certes, parce que c'est une PCR qui va détecter l'ADN de la bactérie, même si la bactérie, elle n'est pas viable, même si la bactérie, elle est présente en quantité faible, sans signification clinique, même si la bactérie, c'est une bactérie de colonisation et de contamination, et même si elle n'est pas responsable de l'infection. Et donc, il faut, bien évidemment, une interprétation prudente. C'est pour ça qu'on a parlé de multiplier les prélèvements, etc. Alors, ce sont des panels qui sont fermés. Ça veut dire que la liste des pathogènes qui sont recherchés, ils sont déjà préétablis. C'est une liste préconstruite. Donc, on ne va pas avoir des surprises par rapport à des agents pathogènes rares ou nouveaux. En fait, ce qu'on va trouver, c'est forcément, soit la PCR va être négative, soit on va trouver un agent pathogène qui est recherché sur la liste de ce panel syndromique. Alors, le coût est élevé, certes, une accessibilité qui est variable. Et donc là, il y a un arbitrage budgétaire qui s'impose éventuellement pour l'utilisation de ce genre de test. Donc, il faut toujours compléter par la culture pour avoir un antibiogramme et pour confirmer la viabilité de l'agent pathogène. Il faut toujours interpréter en lien avec la cytologie et la clinique pour éviter les faux positifs. Connaître les limites de ce panel, bien évidemment, et bien poser l'indication. Réserver l'utilisation de ce test syndromique à des situations à forte valeur ajoutée pour justement éviter l'usage déraisonnable. Alors, c'est un test, le diagnostic syndromique. Ce diagnostic syndromique, il n'aura de valeur que s'il est intégré dans une réflexion pluridisciplinaire, en intégrant les critères cliniques, en intégrant les critères microbiologiques et en intégrant les critères organisationnels. Et donc, le rendement, une chose très importante, c'est que le rendement de ce diagnostic syndromique, il dépend directement de la qualité du prélèvement et du moment de prélèvement. Un bon prélèvement au bon moment, idéalement avant l'antibiothérapie, sur site profond, asepsie stricte, transport rapide, volume suffisant, prélèvement multiple, etc. Un bon prélèvement, un bon test, s'il est mal prélevé, il devient un mauvais test. Là aussi, ce diagnostic syndromique n'a de sens que s'il est interprété à la lumière du patient. Et donc, il faut toujours une corrélation entre le contexte clinique, le contexte inflammatoire, la microbiologie, la radiologie, pour une bonne interprétation des résultats. La décision thérapeutique ne peut pas être isolée. Il faut inclure l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la prise en charge de l'infection ostéo-articulaire. Ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un test qui va remplacer la culture. C'est un test qui va être utilisé en complémentarité avec la culture. Pourquoi? Parce que cette association PCR et culture, c'est une stratégie diagnostique optimale, surtout dans le cadre d'un diagnostic stewardship institutionnel. Donc,
si je veux intégrer ce diagnostic syndromique dans ma prise en charge, dans l'algorithme de prise en charge de l'infection ostéo-articulaire, c'est un diagnostic qui devrait me permettre d'améliorer mon diagnostic étiologique et donc d'identifier rapidement l'agent pathogène. Il devrait me permettre de récupérer toutes les étiologies des cultures négatives que je peux croiser et il devrait me permettre aussi d'épargner un petit peu les antibiotiques, c'est-à-dire arrêter les antibiotiques inutiles, également faire des escalades thérapeutiques pour un bon usage des antibiotiques et pour la lutte contre l'antibiorésistance. Il devrait également me permettre une prise en charge optimale, plus précoce, moins de rechutes, moins de séquelles, moins de durée d'hospitalisation. Alors, comment je pourrais positionner cette PCR syndromique dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires? Est-ce que c'est par rapport à la sévérité de l'arthrite septique, le contexte nosocomial avec ou sans matériel, patient avec un haut risque de bactéries multirésistantes, patient qui a déjà reçu une antibiothérapie, patient immunodéprimé, arthrite chez l'enfant, culture négative avec persistance des signes cliniques, patient avec un risque élevé d'IST dans le cadre d'une arthrite septique par exemple. Et donc, est-ce que je pourrais le positionner en première intention devant ces situations cliniques ou en deuxième intention quand la culture est négative? Mais ça nécessite bien évidemment une réflexion, une concertation pluridisciplinaire, institutionnelle, pour décider du positionnement de ce genre de test dans la prise en charge de l'infection ostéo-articulaire. Alors, une femme, je ne sais pas si j'ai le temps, donc je ferai ce cas clinique et je conclue. Donc, une femme de 20 ans, antécédent de fracture du humérus droit, ostéosynthèse il y a 3 ans, sepsis surmatérielle avec une fistule au niveau du coude, cytologie liquide inflammatoire, PCR Ag0, Cutibacterium granulosum, c'est un anaérobie strict, bien évidemment. Donc, la décision a été de démarrer un traitement ciblé. Et là, la culture s'est positivée 6 jours après, confirmée avec le même agent pathogène. Donc, cette détection anticipée d'un germe anaérobie a permis d'adapter, bien évidemment, rapidement le spectre antibiotique. Patient diabétique de 62 ans, ostéite chronique sur plaque tibiale, fébrile, CRP élevé, antibiothérapie récente par la mycocysline acide clave, liquide purulent. La PCR a permis de détecter une Klebsiella pneumonie, BLSE, donc résistance aux céphalosporines 3e et 4e génération. La décision a été de démarrer un traitement ciblé à J0 de la réalisation du prélèvement, donc détection anticipée d'un gène de résistance qui a permis d'adapter le spectre antibiotique avant même le résultat de l'antibiogramme. Un homme de 67 ans, antécédent de prothèse totale du genou, douleur chronique avec tuméfaction, CRP élevé, antibiothérapie probabiliste déjà démarrée 48 heures avant le lavage, cytologie liquide purulent, Staphylococcus aureus avec gène MEGA, ça veut dire résistant à la méticilline, adapter le traitement à J0 sans attendre la culture. Et là aussi, dans un contexte post-antibiotique, la culture peut être parfois faussement négative, et donc un ciblage précoce, une confirmation étiologique et un gain de temps de traitement adapté. Alors, je passe pour conclure. On sait tous que l'infection, donc nous savons que l'infection ostéo-articulaire, ce sont des pathologies graves, ce sont des pathologies souvent complexes à diagnostiquer. Le diagnostic microbiologique classique, il reste la pierre angulaire, mais il a des limites qui peuvent être palliées par un diagnostic microbiologique syndromique, moléculaire, qui peut être proposé en complémentarité avec la culture dans des conditions bien particulières et dans des indications bien particulières. Il ne remplacera jamais la culture, mais c'est un complément puissant, surtout en post-antibiothérapie. Il peut améliorer la pertinence antibiotique. Il faut l'utiliser intelligemment, il faut l'intégrer intelligemment dans un algorithme raisonné et dans une réflexion, bien évidemment, pluridisciplinaire. Et je vous remercie pour votre attention.